Bien. Alors, cours, s'il vous plaît. Bien, alors donc, on va démarrer donc le cours concernant les applications Web J2E. Donc, en principe, donc on a déjà fait un certain nombre de concepts concernant la technologie XML et les applications. Et ça, nous avions déjà l'occasion donc de parler de tout ce qui est les architectures distribuées, notamment basées sur les web services, n'est-ce pas? En termes de concept. Alors, on va s'intéresser particulièrement à l'architecture J2E. Et du coup, donc, vous aurez donc deux éléments de module qui vont démarrer. Il y a un élément de module qui concerne les EJB. Vous allez commencer par la suite. Et également, il y a ce cours-là qui concerne l'architecture web J2E. Alors, avant de vous parler de l'architecture web J2E, donc j'aimerais bien vous rappeler en quelque sorte les exigences d'un projet informatique. Ça, on a déjà parlé, donc nous avons dit que d'une manière générale, il y a tout d'abord les exigences fonctionnelles, tout d'abord qu'il faudrait satisfaire, donc les fonctionnalités du problème à traiter, donc il faut bien sûr les résoudre. Mais aujourd'hui, donc les spécifications fonctionnelles, c'est pas quelque chose de nouveau parce que dans tout projet informatique, il faut satisfaire les besoins fonctionnels. Mais après, ce qui pose généralement le problème pour notamment les informaticiens, c'est généralement les exigences techniques. Alors, en fait, les exigences techniques, ça veut dire que en plus des spécifications fonctionnelles qu'il faut satisfaire, parce que ça relève de l'aspect conception, mais également il y a l'aspect technique qui contient donc le problème des performances, parce qu'il faudrait créer une application qui est performante. Alors quand je parle performance, je parle de la rapidité d'exécution, je parle du problème de montée en charge, l'un des grands problèmes dont on avait l'occasion de parler. Problème de montée en charge, ça veut dire que l'application, vous la développez, vous la mettez en œuvre dans un serveur. Quand vous avez, par exemple, une connexion, une dizaine de connexions, votre application a l'air de bien fonctionner. Mais quand il y a beaucoup de connexions, beaucoup d'utilisateurs qui utilisent l'application, il y a beaucoup d'objets qui se créent en mémoire. À un moment donné, la mémoire du serveur devient saturée et après, donc, l'application devient trop lente. Donc ça, c'est ce que nous appelons le problème de montée en charge. Alors, une application qui est mal conçue et qui est mal développée, généralement, c'est des applications qui ne vont pas éviter ce problème. Parce que c'est vrai qu'il faut que les spécifications fonctionnelles soient résolues, mais également, ça ne sert à rien de créer une application a priori, vous l'installez, vous cliquez sur le bouton, vous avez le résultat. Mais après, quand vous la mettez en production, quand vous avez un ensemble, beaucoup de connexions, quand l'application fonctionne pendant une longue durée, si un client clique sur un bouton, il attend 5 minutes pour avoir la réponse, alors ça, c'est un projet qui va échouer. Est-ce qu'il a échoué au niveau fonctionnel? Non, parce que de toute façon, vous avez bien implémenté la fonctionnalité, mais il a échoué au niveau performance parce qu'il y a un problème de montée en charge qui n'a pas été réglé. Alors bien sûr, il y a le problème de montée en charge, mais également il y a le problème de haute disponibilité, c'est que l'application doit être bien sûr tout le temps disponible. Alors il y a un problème qui est très important, c'est le problème de maintenance. Donc nous avons dit qu'en plus que l'application doit fonctionner, mais l'application doit être capable d'évoluer dans le temps. Et pour que l'application puisse évoluer, il faut penser bien sûr comment la maintenir et après avec quel prix on va la maintenir. Et du coup, il y a un certain nombre dans le génie logiciel, il y a un certain nombre de choses qu'il faudrait respecter. Vous faites le cours sur les design patterns et l'une plutôt des principes de conception qu'il faudrait satisfaire sont les suivants. Une application doit évoluer dans le temps. Alors, si une application n'est pas capable d'évoluer dans le temps, alors forcément, il finit à la poubelle parce qu'il sera dépassé de toute façon. Et du coup, maintenant, on vous dit que l'application doit être fermée à la modification et ouverte à l'extension. Donc ça, c'est une en fait, citation que nous avons déjà l'occasion de dire, d'expliquer le principe. Je vous rappelle quand même le principe, fermé à la modification, ouverte à l'extension, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que l'application, une fois une application qui est bien développée, qui est bien conçue, pour qu'il puisse évoluer, pour corriger des bugs, pour améliorer les performances, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, alors en principe, il ne faut pas toucher le code source de l'application. Parce que quand on touche le code source, on dit que l'application est ouverte à la modification. Et si l'application, pour qu'elle puisse évoluer, il ne faut pas toucher le code source,
Mais comment est-ce qu'il va évoluer? Ben, tout simplement, il y a les extensions. Il faudrait qu'il soit ouvert à l'extension. Autrement dit, donc, il faut ajouter de nouvelles extensions, de nouvelles classes qui vont étendre forcément d'autres classes ou bien qui vont implémenter des interfaces et qui vont permettre, bien sûr, de corriger le problème sans toucher le code source. Parce que quand vous avez une application qui est ouverte à la modification, au niveau maintenant, c'est un cauchemar. Alors maintenant, dans ce cours, nous allons effectivement voir comment résoudre ce problème. Parce que c'est ça le problème. Mais comment le résoudre? Nous allons voir qu'il y a des concepts qu'il faudrait satisfaire. Alors en plus de la maintenance, donc il y a d'autres problèmes qui reviennent toujours, c'est le problème de sécurité. Si l'application n'est pas capable de sécuriser les données qu'elle manipule, donc il y aura toujours un grand problème. La portabilité, c'est que l'application doit être capable de s'exécuter sur différentes plateformes. Il y a le problème de distribution. Alors aujourd'hui, les systèmes d'information sont distribués et du coup, donc, vous aurez besoin de créer des applications orientées objets distribués. Ça veut dire que parfois, les objets de votre application ne se trouvent pas dans la même machine. Ils sont distribués dans plusieurs machines et du coup, il faudrait chercher des solutions, des middleware. Notamment, on a parlé à l'occasion par des web services, mais il existe bien des solutions qui permettent de distribuer, bien sûr, les composants de l'application. Il y a également l'application, la capacité de communiquer avec d'autres applications de d'autres entreprises. C'est que les applications doivent être ouvertes, ils ont besoin de dialoguer, d'échanger les données avec d'autres applications de d'autres entreprises. Il y a également la notion d'interface. L'application, il fait des traitements, mais je peux la consulter via différents types de clients. On peut utiliser un client web via Internet, on peut utiliser un client mobile, par exemple Android ou iPhone, ou une tablette. Je dois être capable de consulter l'application par des SMS, consulter l'application par des applications desktop avec des interfaces graphiques comme des applications Swing, ainsi de suite. Et on peut encore citer d'autres critères techniques, il y en a encore d'autres. C'est déjà beaucoup. Il y a le coût du logiciel. Alors forcément, on voudrait bien que l'application puisse satisfaire tous ces critères-là, mais en même temps, il ne doit pas dépasser le coût du logiciel, ne doit pas, bien sûr, dépasser les prévisions. Et quand je dis bien le coût, c'est-à-dire c'est la durée de développement. Donc maintenant, il y a un grand problème, c'est que je veux bien créer une application qui, au niveau fonctionnel, rien à dire. Au niveau technique, il doit être respecté tous ces critères. Et après, forcément, quelle est la solution? Alors, si vous posez le problème, vous allez passer par un constat tout d'abord. Alors, c'est quoi le constat? C'est qu'il est pratiquement difficile de développer une application qui respecte les spécifications fonctionnelles et qui respecte tous ces critères-là sans utiliser l'expérience des autres. Donc, autrement dit, le seul moyen qui va permettre de créer une application aussi bien performante avec des qualités au niveau de la maintenance, avec des qualités bien sûr de sécurité et surtout avec un coût bien sûr qui est acceptable, il faudrait bien utiliser l'expérience des autres. Et quand je dis bien l'expérience des autres, vous allez commencer tout d'abord à bâtir l'application sur des architectures. Alors, quelles sont les architectures? Tout d'abord, il faut utiliser un serveur d'application. Alors, si vous travaillez avec Java J2E, il faut utiliser un serveur d'application JBoss, WebSphere, Glassfish, Tomcat, etc. Alors, tout dépend bien sûr. Après, c'est l'architecte généralement qui va décider de choisir quel type de serveur d'application. Il est clair que en fait, les serveurs d'application J2E, ils respectent les mêmes spécifications. Mais bien sûr, il y a des serveurs d'application qui demandent une licence, bien sûr, qu'il faut acheter. Mais il y en a d'autres qui sont gratuits. Et du coup, donc, en principe, il faut choisir un serveur d'application. Alors après, par la suite, on va parler particulièrement de Tomcat, parce que Tomcat, ce n'est pas un serveur d'application J2E, c'est un conteneur web qui va être utilisé uniquement pour déployer les applications web, mais qui peut bien être combiné avec d'autres frameworks comme Spring pour former un serveur d'application. Alors, ça c'est le problème, il faut un conteneur, il faut un serveur d'application, et après, il vous faut résoudre un premier problème pour les applications, c'est ce qu'on appelle l'inversion de contrôle ou bien l'injection des dépendances. Alors en fait, ça c'est le premier problème que nous allons aborder dans ce cours. Justement, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Alors nous avons dit tout à l'heure, l'application doit être performante. Il faut régler le problème de montée en charge. Alors, c'est quoi le problème de montée en charge? C'est que l'application crée des objets. Et à un moment donné, si les objets sont créés sans qu'ils soient détruits à un moment donné, s'il n'y a pas vraiment une bonne programmation qui permet choisir plutôt à quel moment vous devrez créer une instance d'un objet et à quel moment
vous devrez la détruire, et bien à un moment donné, vous aurez ce problème de montée en charge. Alors maintenant, si vous voulez, par exemple, résoudre le problème de montée en charge, déjà, il faut avoir beaucoup d'expérience dans le développement parce qu'il faut avoir plutôt bien programmé plusieurs fois et après savoir plutôt gérer le problème de mémoire, etc. Alors, ce qui pourrait demander beaucoup d'expérience, beaucoup de temps pour les entreprises, ou bien tout simplement, vous allez dire, ben, de toute façon, ces problèmes sont déjà réglés. Ils sont déjà résolus par d'autres entreprises. Ben, je vais utiliser cette expérience. Et du coup, donc, si vous voulez régler ce problème-là, ben, il faudrait qu'un framework prenne en charge ce qu'on appelle la gestion du cycle de vie des objets de votre application. Alors, autrement dit, ce n'est plus à vous de créer les objets, mais c'est un framework qui va s'en charger. C'est lui qui va décider quand est-ce qu'il va créer les objets. Et quand il va créer une instance, c'est à lui de savoir quand est-ce qu'il va la détruire, quand est-ce qu'il va la serialiser, quand est-ce qu'il va la désérialiser, quand est-ce qu'il va la gérer d'une manière générale. Alors aujourd'hui, en fait, dans l'architecture J2E, les architectes généralement devront faire le choix entre deux technologies. Il y a la technologie EJB, un framework EJB, Enterprise Java Beans, qui est intégré au serveur d'application J2E, avec lequel on peut gérer, qui définit un conteneur qui va permettre bien sûr de régler ce problème de ce qu'on appelle de l'inversion de contrôle ou bien de l'injection des dépendances. Alors EJB, c'est un framework c'est un conteneur qui est lourd. Lourd, ça veut dire quoi? Qui nécessite d'utiliser un serveur d'application J2E. C'est-à-dire, j'imagine pas que, par exemple, une application qui utilise EJB sans avoir de serveur d'application J2E, parce que EJB lui-même, il est intégré aux spécifications J2E qui ont été définies par Sun Microsystems. Alors que Spring, c'est également, il pourra faire à peu près la même chose que EJB, c'est dans le même travail, sauf que c'est un conteneur léger. Léger, ça veut dire quoi? On peut bien l'utiliser dans un conteneur web comme Tomcat, hein, pas obligé d'utiliser un serveur d'application comme JBoss ou bien WebSphere. Je peux l'utiliser pour une application Java classique, je peux l'utiliser dans n'importe quel type d'application. Et du coup, donc, vous avez ce qu'on appelle un conteneur qui est léger. Et du coup, il est très important quand on fait l'étude de l'architecture J2E de faire les deux approches. Donc, étudier, travailler avec EJB pour voir c'est quoi l'apport des EJB par rapport à une application. Également, travailler avec Spring pour voir finalement que avec Spring, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent avec Spring. Il y en a d'autres qui vont travailler bien sûr avec EJB. Mais après, de toute façon, c'est-à-dire ce qui est bien sûr offert par Spring, c'est à peu près la même chose que ce qui est offert par JB. Alors après, parfois, on peut préférer une technologie par rapport à l'autre, par rapport à la facilité, à la simplicité, etc. Alors donc, il y a déjà un grand problème dans lequel il faut parler, c'est le problème de ce qu'on appelle l'inversion de contrôle ou bien l'injection des dépendances. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et après ça, si vous avez un conteneur, c'est-à-dire un framework qui gère le cycle de vie des objets, c'est-à-dire c'est lui qui va créer les objets, c'est lui qui va les détruire, c'est lui qui va gérer donc ce problème de la gestion de la mémoire. Et après, il vous faut des frameworks pour faire fonctionner l'application. Alors, quel type de framework? Par exemple, pour le mapping objet relationnel, ben, il vous faut un framework comme par exemple Hibernate, qui est un framework de mapping objet relationnel, qui permet de faire la correspondance entre une base de données relationnelle et une application orientée objet. Alors, forcément, nous allons voir qu'il existe il existe beaucoup de frameworks de mapping objet relationnel. On peut citer les cas les plus connus, par exemple, comme Hibernate, Toplink, Ivatis, etc. Mais il faut noter que pratiquement, Sun Microsystems, à un moment donné, il a uniformisé l'utilisation de ces frameworks en créant ce qu'on appelle la spécification GPA. Donc, en créant la spécification GPA, eh bien, tout simplement, tous les frameworks vont, soi-disant, créer une implémentation qui respecte cette spécification et du coup, tous les frameworks vont travailler de la même manière pour le développeur. Alors, autrement dit, donc, quand vous faites le mapping objet relationnel, si vous utilisez GPA, eh bien, tout simplement, quand vous écrivez votre code, que vous travaillez avec Hibernate ou bien avec Toplink ou bien avec Ivatis, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va essayer toujours d'écrire l'application de la même manière, quel que soit le framework. Pourquoi? Parce que tous les frameworks respectent la même spécification. Alors que également, il y a également la possibilité, parce qu'en fait, quand on utilise Hibernate, il y a deux versions, on va dire, deux implémentations. Il y a une implémentation GPA
qui respectent bien sûr les spécifications définies, qui ont été définies par Microsoft, plutôt Sun Microsystems. Et après, il y a les spécifications Hibernate qui le concernent et dans laquelle vous pouvez travailler, qui va exiger de travailler avec la même, c'est-à-dire les structures qui sont imposées par Hibernate. Mais sauf que bien sûr, quand vous travaillez avec la version, l'implémentation Hibernate définie comme il a été choisi par Hibernate, alors forcément, le seul problème qui est posé par les entreprises, au niveau fonctionnel, ben, c'est la même chose. Mais au niveau, c'est-à-dire la structure des applications, il y a quand même une différence. Pourquoi? Parce que si vous changez de framework, si vous décidez par exemple au lieu de Hibernate d'utiliser TopLink, vous allez devoir changer votre application. Parce que le fait de lier une application à un framework, c'est également un problème. Alors nous allons voir ça, c'est plutôt l'une des fonctionnalités que nous allons résoudre. Autrement dit, comment faire que l'application soit indépendante du framework. Alors après, c'est le développeur qui va dire, moi j'utilise Hibernate et toi tu vas utiliser TopLink, mais l'application, il n'y a rien changer, il y a rien qui va changer au niveau de l'application. Mais tout ça grâce à quoi? Grâce à la norme GPA, grâce aux spécifications GPA. D'accord? Vous voulez poser une question? GPA, c'est une spécification ou c'est une implémentation? Alors, c'est pas, en fait, GPA, c'est une spécification. Autrement dit, donc GPA, en fait, il définit une interface dans laquelle on définit donc, comment gérer le mapping objet relationnel. Mais après, toutes les entreprises qui travaillent dans le domaine du mapping objet relationnel vont créer une implémentation de cette interface. C'est-à-dire, IDECO, donc, vous trouverez Hibernate, TopLink, tout ça qui respecte la même spécification. Mais bien sûr, Sun Microsystems a défini une implémentation de GPA. C'est-à-dire, si vous travaillez avec un serveur d'application comme par exemple Glassfish, forcément, vous utilisez déjà des frameworks qui sont implémentés par Sun Microsystems, vous trouvez des implémentations. Alors, après, nous allons voir, bien sûr, quand vous travaillez avec un serveur d'application J2E, chaque serveur d'application possède ses propres frameworks. Et du coup, donc, quand vous travaillez avec EJB, vous allez voir, vous travaillez, vous faites le mapping objet relationnel sans être obligé de savoir même quel est le framework qui va être utilisé. Alors, tout ça grâce à quoi? Grâce à des concepts que nous allons voir. Alors, également, il y a la partie web, parce qu'il vous faut des frameworks pour gérer la couche web de l'application. Par exemple, donc on peut citer le cas des frameworks Struts, JSF, Spring MVC. Alors ça, ce sont trois frameworks qui sont généralement utilisés pour développer les applications web J2E. Alors après, par la suite, vous allez étudier un framework et forcément, vous allez découvrir les autres parce qu'en fait, il y a quelque chose en commun à tous ces frameworks, c'est qu'ils respectent un design pattern qui est MVC. Donc ça, c'est quelque chose que nous allons étudier. Alors ça, c'est l'application elle-même, mais après, il faut également gérer le problème de distribution. Alors si vous avez une application distribuée, si les composants de l'application sont distribués dans plusieurs machines, alors forcément, vous aurez besoin de faire des choix entre des middleware comme RMI, Corba, pour les applications distribuées. Alors en fait, ça c'est un cours que vous allez faire dans les technologies de distribution. Vous allez voir qu'avec RMI, il est utilisé pour les applications distribuées Java. Quand vous avez plusieurs applications Java distribuées dans plusieurs machines, on peut bien les connecter, ils peuvent échanger les données via RMI. Alors que quand vous avez des systèmes qui sont hétérogènes, vous aurez à utiliser un middleware comme Corba. Mais également, on peut utiliser les web services. Également, il y a un cours dans le cours technologie de distribution. Vous allez étudier les deux types de web services. Il y a les web services basés sur le protocole SOAP et les web services basés sur le protocole RESTful, notamment avec les spécifications J2E comme JAX WS et JAX RS. Alors, ça c'est pour les problèmes de distribution. Et après également, vous allez voir que quand vous allez faire le cours sur EJB, donc il y a une partie dans laquelle vous allez gérer le problème des communications asynchrones entre les applications. Quand les objets de l'application ont besoin de communiquer entre eux d'une manière asynchrone, en échangeant des messages, hein, et bien tout simplement, on aura besoin d'utiliser le protocole GMS. Alors en fait, GMS, c'est à peu près, c'est comme si vous décidez d'envoyer un SMS à une personne. Vous savez, quand vous écrivez un SMS, vous l'envoyez. Alors vous envoyez un message. Votre message, il arrive, il est envoyé vers le provider. Hein, l'opérateur télécom, et après c'est le provider qui va se charger de délivrer le message au destinataire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où vous envoyez le message, même si le destinataire n'est pas prêt,
Si par exemple son téléphone n'est pas, il est hors couverture, ou c'est l'état, et bien tout simplement le message, pour moi, le message, il va arriver à destination. Donc ça c'est un exemple de communication asynchrone. Vous devrez savoir également que les applications distribuées ont besoin parfois de communiquer, d'échanger des messages d'une manière asynchrone. Donc l'une des solutions qui sont utilisées, c'est le protocole GMS. Alors en fait l'architecture, donc on va rentrer progressivement dans l'architecture J2E. Donc d'une manière générale, on peut dire que l'architecture d'une application peut ressembler à cette architecture-là. Généralement, l'entreprise dispose toujours d'un système de gestion de base de données. Alors dans la majorité des cas, c'est des systèmes de gestion de base de données relationnels qui sont utilisés. Alors pourquoi relationnels? Parce que de toute façon, au niveau performance, il n'y a pas mieux que les bases de données relationnelles. Quand la quantité d'informations manipulées sont très importantes, les bases de données relationnelles, c'est les plus performantes. Donc, Edico, donc, c'est toujours MySQL, c'est Oracle, c'est SQL Server qui vont être utilisés par les entreprises. Alors, après, l'application elle-même, elle va être déployée dans un serveur d'application. La partie la plus importante d'une application, c'est la couche métier. C'est le moteur de l'application qui va s'occuper de faire les traitements. Alors, la couche métier, généralement, quand vous la concevez, quand vous la développez, vous utilisez l'approche orientée objet. Et quand vous dites l'approche orientée objet, ça veut dire que vous utilisez les classes, vous créez des objets, il y a de l'héritage, il y a le polymorphisme, il y a l'encapsulation, c'est les concepts fondamentaux de l'orienté objet. Mais après, vous avez une base de données relationnelle. Ben, du coup, donc, vous aurez le premier problème technique à résoudre, c'est faire la correspondance entre les données qui sont stockées dans une base de données relationnelle avec une application orientée objet. Et du coup, donc, vous aurez besoin de faire ce qu'on appelle le mapping objet relationnel. Alors, généralement, le mapping objet relationnel, il est assuré par la couche DAO, la couche d'accès aux données. Et dans la couche d'accès aux données, la même chose. Pour faire le mapping objet relationnel, en réalité, c'est déjà résolu. Il existe déjà des solutions. Les entreprises qui ont travaillé dans ce domaine-là depuis des années, ils ont créé des frameworks. Alors, en tout cas dans J2E, donc, il y a des frameworks qui sont gratuits que vous pouvez utiliser. On aura l'occasion d'utiliser donc, le cas de Hibernate pour voir comment faire le mapping objet relationnel. Alors ensuite, alors il faut juste dire une chose, c'est que quand vous dites le mapping objet relationnel, ça veut dire qu'à un moment, si vous dites je crée une application qui permet de gérer des comptes bancaires, alors ça veut dire que dans votre application, vous allez créer une classe compte, n'est-ce pas? Parce que vous gérez des comptes. Et au niveau de la base de données, vous aurez une table compte. Et à un moment donné, plutôt, chaque objet de la classe compte, il représente un enregistrement de la table compte. Autrement dit, donc, quand je gère la persistance, quand je gère les objets, ben, à chaque fois, j'ai besoin de faire un select pour sélectionner des enregistrements à partir de la base de données relationnelle, et je devrais stocker ces données dans des objets de l'application. Alors ça, c'est un premier problème qui doit être résolu. Et après, au niveau de la couche web, en fait, la couche web, c'est la partie qui va permettre à un navigateur web d'accéder à l'application via le protocole HTTP. Donc ça veut dire que nous avons un navigateur web HTTP qui est généralement dans la base qui permet de présenter des pages web en utilisant HTML, CSS, JavaScript. Donc HTML, vous le connaissez, donc c'est pour définir la structure des pages web. CSS, c'est pour définir tout ce qui est la mise en forme, le design, le style et tout ça. Et JavaScript permet donc d'ajouter le comportement des pages web, c'est-à-dire l'interactivité. Et après, bien sûr, par la suite, dans les applications, vous aurez besoin parfois d'utiliser XML, d'utiliser d'autres formats comme jQuery, bien sûr, en utilisant également la technologie Ajax qui permet donc de mieux présenter l'application, d'envoyer des requêtes asynchrones au serveur. Et après, utiliser des frameworks JavaScript comme par exemple jQuery pour... aujourd'hui, si vous voulez développer une application de très bonne qualité, alors côté client, vous allez forcément utiliser HTML5. Ça, il n'y a pas forcément, ça a été très bien développé. Vous aurez besoin d'utiliser les feuilles de style CSS et après vous aurez besoin d'utiliser un framework Ajax. Forcément, ça peut être jQuery, ça peut être AngularJS, ça peut être Spry, ça peut être... Donc il y a des frameworks Ajax. Donc vous aurez l'occasion d'étudier quelques frameworks. Et après, donc, s'il s'agit de faire des présentations multimédia, par exemple, dans les pages web, on peut bien intégrer ça avec SVG, par exemple, ou tout simplement des animations flash, donc quand il s'agit donc, des présentations graphiques. Alors ça, c'est ce qui peut être plutôt représenté au niveau client.
Alors bien sûr, quand un client envoie une requête HTTP vers la couche web, généralement côté serveur, vous aurez besoin de développer ce qu'on appelle les servlets. En fait, une servlet, c'est le premier composant J2E que vous serez amené à développer. Pourquoi? Parce que toutes les requêtes généralement HTTP envoyées par le navigateur, ils vont être envoyées vers une servlette. Alors en fait, une servlette, c'est un composant qui va exécuter un traitement au niveau du serveur. Servlet, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Il va lire les données de la requête, il fait un traitement, et pour faire les traitements, il a besoin de faire appel à la couche métier. La couche métier elle-même, pour par exemple se connecter à la base de données, il fait appel à la couche DAO, il récupère des résultats, mais après, on aura besoin d'afficher bien sûr la réponse. Et pour envoyer la réponse côté client, dans J2E, on utilise les pages JSP. Alors JSP, c'est à peu près l'équivalent de PHP, de l'ASP. Donc les pages JSP sont plus utilisées pour la partie qu'on appelle vue, le vue de l'application, c'est-à-dire pour tout ce qui sera affiché par la suite. Mais tout ce qui est la logique web elle-même, elle est définie au niveau des servlettes. Mais après, nous allons voir quand on va respecter le modèle MVC, nous allons ajouter d'autres objets que nous appelons le modèle. Alors, sauf que quand vous étudiez l'architecture J2E, bien sûr, vous allez devoir étudier les servlets et les JSP, mais à un moment donné, vous allez dire qu'en principe, avec servlet JSP, vous pouvez créer une application web J2E, il n'y a pas de problème. Créer une application dans laquelle on va saisir des données, cliquer sur un bouton et envoyer les données vers une base de données, vous allez voir que ça, vous pouvez le faire facilement, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez créer la même application, mais dans laquelle vous devrez contrôler les données, hein, faire la validation des données. Ensuite, vous allez penser au problème de sécurité. Ensuite, vous allez penser au problème des performances. Vous allez penser au problème d'authentification. Vous allez penser au problème d'autres problèmes techniques, c'est-à-dire les performances, etc. Alors, vous allez voir que même la petite application que vous avez l'habitude de faire avec une simple page JSP, ça va vous demander beaucoup de temps. Ben, et du coup, donc, vous allez dire, est-ce que j'ai le temps d'acquérir toute cette expérience pour faire ça? Ou tout simplement, vous dites, je vais utiliser des frameworks. Alors maintenant, quand vous faites appel à des frameworks, par exemple comme Struts, Spring MVC, GSF, ce sont des frameworks qui vont vous faciliter tout simplement la création des applications web. Autrement dit, donc, ils vont vous permettre de créer des applications web comme vous le faites en utilisant de simples servlets et JSP, mais sauf qu'avec plus de qualité, avec des exigences satisfaites, notamment par rapport à ce que nous avons dit tout à l'heure. Et après, donc, après, il reste une partie, bien sûr, qui est importante dans l'application, c'est la couche service. En fait, la couche service, c'est la partie qui va permettre à l'application de communiquer avec d'autres applications distantes. Et du coup, donc, on aura besoin d'utiliser ce qu'on appelle les middleware. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Il existe différentes solutions qui permettent de communiquer avec des objets distants, comme RMI, Corba, EJB, les web services, GMS, JavaMail, SMSlib, etc. Alors, en fait, cette couche service, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Par exemple, j'ai une application Java desktop qui a besoin de communiquer avec la couche métier. Donc, il pourra envoyer des requêtes, il pourra utiliser les middleware comme RMI, comme GMS, comme Corba. Il peut également utiliser le protocole SOAP, c'est-à-dire les web services. Alors, ça veut dire quoi? Une application Java, s'il utilise RMI, ben, tout simplement, il va envoyer la requête. Et c'est qui va recevoir ça? Ben, c'est un objet RMI qui va être mis en œuvre. Et après, c'est la couche service qui va se charger de faire appel à la couche métier pour faire les traitements. Alors, mais par contre, si par exemple, si c'est un smartphone, on ne va pas utiliser Corba, on ne va pas utiliser RMI, ni GMS, mais généralement, vous aurez besoin d'utiliser les web services, c'est plus léger. Et du coup, donc, vous aurez besoin d'utiliser donc soit le protocole SOAP, ce qui n'est pas forcément généralement recommandé pour les applications mobiles, mais par contre, l'utilisation du protocole REST, c'est une très bonne solution, notamment en utilisant tout simplement HTTP plus le format JSON. Alors ça, quand on va voir bien sûr les web services RESTful, donc on aura l'occasion de parler de tout ça. Alors, si par exemple c'est une application .NET, on aura besoin de communiquer avec l'application en utilisant donc soit le protocole SOAP, soit en passant par Corba. Si c'est une application PHP, on peut toujours communiquer avec bien sûr le protocole SOAP. Également, on peut utiliser un client GMS donc quand on a besoin de faire la communication asynchrone.
Si vous voulez communiquer avec l'application via des SMS, donc vous aurez besoin de passer par, bien sûr, plutôt un middleware, plutôt un objet basé sur, par exemple, SMSlib, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai une application. Le moteur de l'application, c'est la couche métier. Il fait les traitements. Mais ces traitements-là, ils seront déclenchés comment? Est-ce que vous voyez le problème? Ils peuvent être déclenchés via le web, via le protocole HTTP. Et dans ce cas-là, c'est une application web classique. Ils peuvent être déclenchés par une application Java. Et dans ce cas-là, on a besoin de passer par cette couche service. Ils peuvent être déclenchés par une application smartphone, une application mobile, une application embarquée, une application, etc. Ben, il dit donc, comme je disais donc, tout à l'heure, l'application doit être conçue. On devrait pouvoir consulter l'application via différentes interfaces, différents types de clients. Alors ça, c'est, on va dire, une architecture générale, d'ordre général. C'est pas forcément J2E, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même si vous voulez poser une architecture basée sur PHP ou basée sur .NET, donc vous aurez à peu près une équivalence. Donc vous trouverez toujours à peu près, ça c'est l'architecture généralement qu'il faut mettre en œuvre. Mais après, si on s'intéresse à l'architecture J2E uniquement, alors on va dire que dans l'architecture J2E, déjà vous avez un serveur d'application, mais également vous avez ce qu'on appelle les services de l'infrastructure. Alors chaque serveur d'application offre un ensemble de frameworks, un ensemble de bibliothèques, un ensemble d'API qui devraient être utilisés par votre application pour justement faciliter, pour justement régler ces problèmes techniques. Alors par exemple, vous trouverez dans les services de l'infrastructure, on va trouver des implémentations de JAX WS pour tout ce qui est la mise en œuvre des web services basés sur le protocole SOAP. JAX RS, donc c'est pour tout ce qui concerne la mise en œuvre des web services basés sur RESTful. Vous trouverez par exemple des implémentations de JAX RS comme par exemple Jersey, CXF, Axis. Alors tout ça, c'est des frameworks qui vont faciliter la création et le déploiement des web services. Alors forcément, quand vous avez un serveur d'application, vous devrez savoir que le serveur d'application dispose déjà de lignes de solution. Si vous travaillez par exemple avec Glassfish, donc vous trouverez par défaut il utilise Jersey, donc qui est un framework qui est fait pour les web services RESTful. Si vous travaillez par exemple avec JBoss, donc vous trouverez qu'il utilise CXF, etc. Donc en principe, mais tous les frameworks ils vont respecter les mêmes spécifications. Après, il y a des API pour la gestion des transactions. Vous allez voir que dans la partie EJB, forcément, vous aurez à utiliser un annuaire, GNDI. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Vous trouverez également des frameworks de mapping objet relationnel comme Hibernate, etc. Ben, et vous trouverez un ensemble de solutions qui sont prêtes à être utilisées. Alors maintenant, l'application qui va être développée d'une manière générale, il y a tout d'abord la partie la plus importante, c'est la couche métier. Et pour développer la couche métier, vous allez dire, il me faut un framework qui va s'occuper de tout ce qui est l'inversion de contrôle. Autrement dit, qui va s'occuper de tout ce qui est la gestion du cycle de vie de l'application. Il vous faut un conteneur. Alors après, il vous faut choisir. Donc, si on utilise EJB, ça veut dire que je suis parfaitement dans une solution, un package, un serveur d'application J2E avec EJB. Et ça, c'est une solution qui est très simple, qui est très efficace. Ou tout simplement, vous dites, je veux travailler avec Spring. Comme ça, je ne serai pas obligé de lier mon application, par exemple, un serveur d'application J2E. Ben, il dit que donc je peux faire fonctionner l'application dans un conteneur Spring, mais qui va fonctionner dans une application quelconque, un conteneur web ou une application quelconque. Alors, de toute façon, les deux solutions, vous allez voir, au niveau du code, c'est la même chose, Java. Mais après, au niveau configuration, quand vous allez travailler avec EJB, il y a moins de configuration à faire. Il y a moins de fichiers XML à créer. Et quand vous travaillez avec Spring, vous serez obligé d'écrire plus de fichiers de configuration parce que c'est à vous de spécifier quelles sont les différentes solutions, les différentes implémentations que vous allez utiliser. Alors, en principe, dans la couche métier, généralement, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura deux types de composants. Il y a ce qu'on appelle les entités. Alors, les entités, c'est quoi? C'est les classes persistantes. Alors, quand on résout un problème avec l'orienté objet, on se pose toujours la question, qu'est-ce que je manipule? Je crée une application qui permet de manipuler quoi? Alors, si vous dites,
je crée une application qui permet de gérer des comptes. Donc vous allez créer une classe compte, n'est-ce pas? Alors la classe compte, c'est ce que nous appelons une entité. Et après, vous dites un compte appartient à un client. Vous allez créer la classe client. La classe client, c'est une entité. Alors généralement, chaque entité, elle est persistante. Chaque entité plutôt correspond à une table au niveau de la base de données, n'est-ce pas? Donc généralement, les données manipulées, ce sont des Java Beans. Quand je dis bien des Java Beans, c'est des classes avec des attributs et les getters et setters. Mais après, pas plus que ça. Et du coup, donc, tout ce qui est les données manipulées, c'est des entités. Mais après, il vous faut créer les traitements. Alors maintenant, l'application doit permettre de faire quoi? Donc, tous les traitements, généralement, sont développés dans des composants métiers qui vont s'occuper des traitements. Alors, en principe, quand vous allez étudier, quand vous allez avec EJB, vous allez voir que vous aurez besoin de créer ce qu'on appelle un EJB session, parce que c'est lui qui va s'occuper des traitements. Et après, avec Spring, vous allez créer donc des classes qui vont implémenter des interfaces et dans lesquelles vous allez définir les traitements que vous allez, bien sûr, que vous allez, qui représentent les spécifications fonctionnelles, bien sûr, de l'application. Alors ça, c'est nous, bien sûr, dans ce cours, on ne va pas travailler avec EJB, comme je disais, parce qu'il y a une autre partie EJB qui sera traitée, mais on va essayer de vous montrer comment mettre en œuvre, bien sûr, le framework Spring pour cette opération. Et après, il y a la couche web. En fait, la couche web, c'est la partie dans laquelle vous allez créer des composants web. Alors, quand vous dites les composants web, il y a particulièrement, voilà, il y a les servlets et JSP. Ça, c'est les composants web J2E. Mais après, si vous voulez utiliser un framework au niveau de la couche web, vous allez devoir utiliser donc un framework comme Spring MVC, comme GSF par exemple, ou bien Struts. Vous pouvez, dans la couche web, créer des web services. Alors, vous aurez l'occasion de voir que vous pouvez créer deux types de web services. Il y a les web services SOAP. Et dans ce cas-là, vous aurez besoin d'utiliser une servlette spéciale qui permet de gérer les requêtes SOAP et les réponses SOAP. On peut citer l'exemple de Axis, CXF, notamment, qui peuvent être utilisés. Et après, également, il y a les web services de type RESTful qui peuvent être utilisés, notamment en utilisant des frameworks, des implémentations comme Jersey, CXF. Alors, c'est quoi la différence? C'est que Servlet, JSP définissent l'application web. Ça veut dire quoi l'application web? Ça veut dire que vous avez un navigateur léger, c'est un client HTTP, navigateur web, browser, qui va communiquer en envoyant des requêtes HTTP. J'envoie la requête HTTP à une servlette, il va faire les traitements, et qu'est-ce qu'il va me retourner généralement comme résultat? C'est du HTML. Donc ça, c'est les applications web. Alors après, quand il s'agit d'un web service, c'est que vous avez une application développée avec un langage quelconque, comme Java, comme .NET, PHP, comme par exemple COBOL, comme n'importe quel langage, qui est toujours capable d'envoyer des requêtes SOAP. C'est des requêtes HTTP qui vont transporter des messages XML, qui vont arriver vers le web service. Et le web service également va déclencher des traitements et il récupère des réponses et après il va envoyer donc la réponse SOAP au client. Alors, et après, il y a les web services de type RESTful. L'avantage, bien sûr, nous allons voir ça par la suite. L'avantage des web services de type RESTful, c'est que la communication ne se fait pas via le protocole SOAP, mais il se fait tout simplement via le protocole HTTP. Et après, avec RESTful, je ne suis pas obligé d'utiliser XML. Donc, je peux utiliser le format que je veux. Je peux bien échanger du HTML, je peux échanger du XML, je peux échanger le format JSON, je peux utiliser d'autres formats, SVG, tout dépend des types d'applications. Donc, ça veut dire que dans les web services RESTful, on a plus de souplesse. C'est la raison pour laquelle, généralement, quand on travaille avec un web service RESTful, je suis un client HTTP. Ce n'est pas forcément un navigateur, un browser. Ça peut être une application mobile, ça peut être une application Java, une application n'importe laquelle qui est capable d'envoyer des requêtes HTTP. Alors ça, c'est on va dire, ça c'est une introduction sur l'architecture J2E. Alors maintenant, vu Spring, nous allons tout d'abord voir le framework Spring, qu'est-ce qu'il contient comme module, et après, nous allons commencer la première partie qui concerne l'injection des dépendances ou bien l'inversion de contrôle, et on va faire quelques démonstrations pour comprendre déjà ce que c'est le problème de l'inversion de contrôle. Alors tout d'abord pour Spring, donc c'est un framework, comme je disais, qui offre les possibilités d'un serveur d'application J2E. Alors Spring, il offre un ensemble de modules
Il y a tout d'abord un ensemble de modules, c'est-à-dire un ensemble de fichiers .jar, un ensemble de bibliothèques que vous allez intégrer dans votre projet, et dans lequel il y a tout d'abord ce qu'on appelle Spring Core, qui définit un ensemble de plutôt de modules, parmi lesquels on va trouver tout d'abord Spring Core, qui définit le noyau du framework Spring, c'est pour faire l'inversion de contrôle ou bien l'injection des dépendances. Alors ça, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc pour pouvoir faire l'injection des dépendances ou bien l'inversion de contrôle, nous allons utiliser Spring Core. Après, Spring également fournit un module qui s'appelle Spring Beans, qui est, on va dire, c'est une implémentation un peu sophistiquée du design pattern factory, fabrique, hein, qui permet de fabriquer les objets, c'est-à-dire pour l'instanciation et la création des objets, tout en facilitant par la suite, bien sûr, la maintenance. Il y a également un module qui définit donc Spring Context, qui définit un ensemble de moyens qui permettent de retrouver un contexte de l'application qui permet de retrouver un objet quelconque, parce qu'à un moment donné, avec Spring, on va commencer à créer les objets, mais dans votre application, soit que vous soyez dans une servlette ou bien dans un composant, si vous avez besoin de chercher un objet qui a été déjà instancié par Spring, il y a un moyen, donc Spring Context définit un contexte qui permet de retrouver les objets de l'application. Et après, donc, il y a également Spring Expression Language. En fait, c'est un langage qui peut être utilisé, c'est un langage de requête qui peut être utilisé pour rechercher les objets à travers un arbre Spring. Parce qu'en fait, quand vous avez Spring qui crée un ensemble d'objets au démarrage de l'application, à un moment donné, si vous voulez chercher ces instances, vous pouvez toujours les chercher par leur nom, mais parfois, si vous avez besoin de chercher par des requêtes, notamment, il y a un langage spécifiquement qui a été créé par Spring et qui permet donc de rechercher les objets dans l'arbre d'objets Spring. Donc ça, c'est en quelque sorte la partie Spring Container. Alors, il y a également la partie Spring définit un module Data Access Integration. Donc, c'est une partie qui va permettre de s'intégrer avec tout ce qui est l'accès aux données. Vous pouvez comprendre ça. Donc, Spring GDBC offre des moyens pour pouvoir établir des connexions avec les bases de données. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un framework de mapping objet relationnel. Spring il offre bien sûr une implémentation qui est relativement simple, qui n'est pas bien sûr, qui peut pas être comparée à des frameworks de mapping objet relationnel comme Hibernate. GDBC Template par exemple de Spring permet de faciliter des connexions vers les bases de données, mais c'est pas forcément du mapping objet relationnel. Donc il est là. Il y en a ceux qui l'utilisent dans des circonstances, mais dans la majorité des cas, c'est qu'on n'utilise pas GDBC template de Spring, mais on utilise un framework de mapping objet relationnel comme Hibernate. Et dans ce cas-là, si vous utilisez par exemple un autre framework comme Hibernate, vous aurez besoin de faire l'intégration avec les frameworks de mapping. Et du coup, donc, il y a Spring ORM, Object Relational Mapping, qui permet de définir un module d'intégration avec les frameworks de mapping objet relationnel. Et vous savez qu'il y a ORM, il y a OXM. OXM, c'est Object XML Mapping, c'est-à-dire c'est le mapping objet XML. C'est-à-dire un module qui permet de faire la correspondance entre tout ce qui est XML et l'objet. Donc c'est au même titre que le mapping objet relationnel. Ben, c'est vrai qu'il y a mieux dans Java. JAXB, il résout déjà le problème. Il y a des solutions qui sont déjà faites pour faire ce mapping entre XML et objet. Il y a également le module GMS. Donc il permet de donner un support pour pouvoir exploiter donc le protocole GMS, mais surtout les transactions. Alors, dans une application d'une manière générale que vous développez, à un moment donné, vous devrez gérer le problème des transactions. Alors, autrement dit, quand vous faites appel à un traitement, il y a, dans la majorité des cas, les traitements sont transactionnels. Transactionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que je déclenche un traitement, on ouvre une transaction. Et quand il va ouvrir une transaction, il va déclencher un ensemble d'opérations. Alors, généralement, quand toutes les opérations réussissent, c'est-à-dire quand vous avez l'ensemble des opérations élémentaires s'exécutent sans problème, à la fin, on va faire un commit, c'est-à-dire on va valider la transaction. Ça veut dire qu'on va valider toutes les opérations. Mais si par exemple l'une des opérations élémentaires échoue, n'est-ce pas? S'il y a un problème, ben on va faire un rollback. Rollback, ça veut dire on va annuler le tout. Autrement dit, tout ou rien. Soit que toute l'opération s'exécute convenablement,
ou bien je vais annuler le tout. Ben, il dit quoi donc si vous voulez régler ce problème-là, eh ben, il vous faut une solution qui permet de gérer le problème des transactions. La gestion des transactions, donc c'est un problème qu'il faudrait résoudre. Alors maintenant, vous n'allez pas programmer parce que vous pouvez bien gérer les transactions en utilisant par exemple les transactions définies dans GDVC, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire. Mais vous devrez savoir qu'il existe des frameworks. Quand vous travaillez avec EJB, il y a déjà GTA, un service de transaction qui permet de régler le problème. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de s'en occuper. C'est lui qui va gérer ce problème. Si vous travaillez avec Spring, la même chose. Il vous définit un module qui va s'occuper de la gestion des transactions. Et du coup, par la suite, vous allez voir qu'en principe, la gestion des transactions pour vous, ça va être une simple annotation que vous allez ajouter à une méthode. Il suffit d'ajouter l'annotation transactional pour dire que la méthode est transactionnelle. Et si vous dites la méthode transactionnelle, ça veut dire quoi? Quand vous appelez la méthode, Spring, il ouvre une transaction. La méthode s'exécute. Si la méthode génère une exception, il fait un rollback. Si la méthode ne génère aucune exception, il fait à la fin un commit. Donc, ce n'est pas à vous de le faire, donc c'est Spring qui va le faire. Non, mais justement, Tareka, c'est pour gérer les exceptions, notamment si vous voulez les gérer. Mais en principe, quand vous faites des traitements, souvent, s'il y a un problème, souvent il y a une exception. Mais si vous faites catch, vous ne laissez pas d'ailleurs l'occasion pour le module de gestion des transactions faire son travail. Mais souvent, on utilise throw, c'est-à-dire que dans le métier, quand il y a une exception, on ne fait pas un catch. On fait throw, ça veut dire qu'il va être signalé à la couche supérieure. Et du coup, quand par exemple c'est un module qui fait la gestion des transactions est utilisé, lui, il va s'occuper de ce travail. Alors, juste pour vous donner un exemple très, très simple, par exemple, je vous demande, on veut créer une opération qui permet de faire un virement. Vous savez ce que c'est un virement? Un virement d'un compte vers un autre. Alors, ça veut dire quoi? Effectuer un virement. C'est une opération, n'est-ce pas? Effectuer un virement, ça veut dire quoi? Je vais transférer un montant d'un compte vers un autre. Ça veut dire que je vais retirer un montant d'un compte et je devrais le verser vers un autre. Alors le problème, si par exemple l'opération effectue le virement n'est pas transactionnelle, c'est quoi le risque qu'on va avoir? Je viens de retirer l'argent d'un compte, alors que au moment où je vais verser le montant, il y a un problème technique, et du coup donc l'opération de versement n'a pas été effectuée. Il y a une exception, qu'est-ce qui va se passer? Le problème c'est que l'opération n'a pas été effectuée. C'est que vous avez retiré mais vous n'avez pas. Donc ça c'est grave. Alors, par exemple, ça c'est une opération qui nécessite d'ouvrir une transaction. Ça veut dire que une fois que je commence l'opération, je commence une transaction. Je travaille. Si à la fin il n'y a pas de problème, je fais un commit. Sinon, je fais un rollback. Alors, il y a également un module qui concerne les applications web. Alors, en fait, il y a tout d'abord Spring Web, Spring Servlet. Il définit un framework, bien sûr, avec un contrôleur et un module qui permet de faire la gestion des vues, qui vous permet de créer des applications web J2E basées sur MVC. Donc, il y a cette partie-là dans Servlet, et après dans Spring Web définit également d'autres modules qui permettent de gérer bien sûr les problèmes élémentaires des applications web, comme par exemple les opérations de upload, hein, quand vous utilisez l'opération de upload, quand vous faites des opérations par exemple pour le suivi des sessions. Donc il y a un module qui est créé à ce niveau-là. Si vous travaillez avec un framework comme Struts, par exemple, parce que Struts c'est un framework qui n'a rien à voir avec Spring, Spring définit plutôt un module d'intégration avec d'autres frameworks, aussi bien avec Struts qu'avec GSF, etc. Également, Spring définit également un module pour le développement en utilisant les portlets. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Alors, cette partie-là définit donc la partie web. Ça, c'est la partie accès aux données. Mais le noyau de Spring, c'est quoi? C'est Spring Core. Ça, c'est l'injection des dépendances sur le corps. Donc, là, on va commencer tout d'abord par ça. Voir c'est quoi l'injection des dépendances, c'est quoi l'inversion de contrôle. Mais avant de vous parler de ça, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, je vais tout d'abord, il y a également d'autres parties qui sont très importantes. Il y a Spring AOP. AOP, ça veut dire quoi? C'est la programmation orientée Aspect Oriented Programming.
Alors, je ne sais pas si vous... j'ai déjà parlé de ça, non? Est-ce que vous savez ce que c'est la programmation orientée aspect? Non? Un peu, un peu. Alors, la programmation... C'est le fait de découper le. Enfin, chaque classe elle s'occupe plutôt de ce qu'elle est censée faire. C'est-à-dire, on ne va pas mélanger tout le code, par exemple. Si on a des logs au niveau d'une méthode, on va Ouais. pas mettre le log, le fichier opération réussie, tout ça. Ouais. On va le mettre ailleurs. C'est-à-dire, l'application ne va pas l'élaborer de n'importe quoi. Enfin, je parle de la méthode. Il y a quelque chose de très correct de ce que vous dites. Alors, sauf que on va donner plus d'explications. C'est vrai, il y a une raison parmi celles que vous venez de citer. Alors, la raison, Spring, la programmation orientée aspect, il a été créé pour séparer le code métier du code technique. Alors, ça, c'est une phrase, donc il faut l'expliquer. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, je ne suis pas en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure. Je disais, une application doit satisfaire quoi? Deux exigences. Il y a les exigences fonctionnelles, n'est-ce pas? Il y a les exigences techniques. Alors, c'est quoi les exigences fonctionnelles? C'est les traitements métiers. C'est ce que nous appelons le code métier. C'est-à-dire, il n'y a aucun framework qui va faire le code, qui va écrire le code métier à votre place. Parce que si vous faites la gestion bancaire, vous devrez créer des méthodes verser, retirer, effectuer un virement. Ça, c'est le métier, n'est-ce pas? Ça, c'est le code métier. Mais après, en plus du code métier, vous aurez également besoin de résoudre le problème technique. Il faut également penser au problème de sécurité. Regardez bien. Pour effectuer un virement, non seulement, parce qu'un virement pour moi, c'est quoi? C'est retirer de l'argent à partir du compte et après le verser vers une autre. Donc ça, c'est le code métier, n'est-ce pas? C'est en quelque sorte le traitement. Mais en plus de ça, vous aurez besoin de penser à d'autres problèmes techniques. Comme quoi? Comme on vient de le citer, il y a le problème des transactions. N'est-ce pas? Il dit quoi donc? Vous allez trouver dans votre code, au lieu d'écrire de lignes, verser, retirer, vous allez voir que begin transaction, et à la fin, vous faites soit commit ou bien rollback. En plus, vous aurez besoin de penser au problème de sécurité. Donc vous allez commencer avant de faire le traitement, vous allez vérifier est-ce que, par exemple, l'utilisateur est authentifié, est-ce qu'il a le droit d'accéder, n'est-ce pas? Après également, vous allez penser au problème de journalisation. Dans votre méthode, à chaque fois que vous faites une opération, vous allez utiliser log, journaliser, n'est-ce pas? Vous me suivez? Après encore, dans votre application, vous allez penser au problème des performances, c'est-à-dire vous allez penser au problème de la gestion de mémoire. Et qu'est-ce qui vous arrive? Et du coup, vous allez voir dans la base, le code métier, vous avez deux lignes. Vous avez j'appelle la méthode verser et j'appelle la méthode retire. Ça, c'est le code métier. Mais en réalité, quand vous écrivez votre code, vous trouverez une vingtaine de lignes, mais la majorité du code, c'est pas du code métier, c'est du code technique. Est-ce que vous voyez? Alors maintenant, la programmation orientée aspect, il a été créé c'est pour séparer le code métier du code technique. Et ça, c'est une très bonne chose pour les développeurs. Ça veut dire quoi? Grâce à la programmation orientée aspect, quand j'écris le code métier, je n'ai pas besoin de penser au problème de transaction. Je n'ai pas besoin de penser au problème de persistance, le mapping objet relationnel. Je n'ai pas besoin de penser au problème de performance. Je n'ai pas besoin de penser au problème de sécurité. J'écris mon code, mais c'est après, par la suite, quand j'aurai créé mes traitements métiers, par la suite, je vais créer ce qu'on appelle les aspects. En fait, les aspects, c'est des classes qui vont par la suite permettre de greffer à vos méthodes des fonctionnalités supplémentaires sans toutefois mélanger ce code. Alors en fait, il existe un framework. Le premier framework qui a introduit l'orienté aspect s'appelle AspectJ, qui est défini dans Java pour séparer ce code métier du code technique. Mais après, par la suite, donc, Spring a créé sa propre version pour les aspects, c'est Spring AOP. Hein. Donc ça, c'est une implémentation Spring. Mais elle-même, elle utilise dans la base, donc on utilise AspectJ, qui est un framework qui est très connu dans l'orienté aspect. Alors maintenant, dans tous les langages de programmation, langage C, PHP, dans .NET, il y a des frameworks pour faire la programmation orientée aspect. C'est bon? Alors, je vais vous donner juste un exemple pour comprendre cette problématique. Alors, imaginez que
imaginez que vous avez développé une application pour une entreprise. L'application fonctionne à un instant donné. Il y a l'entreprise qui vous appelle et il va vous dire que nous avons un problème de performance. Ça veut dire que l'application, à un moment donné, il devient trop lente, n'est-ce pas? Et après, on va vous appeler pour faire le diagnostic. Et après, quand vous regardez l'application, vous trouverez dans votre application, par exemple, il y a, 100 classes. Pour faciliter les calculs, il y a une centaine de classes, n'est-ce pas? Dans chaque classe, il y a 10 méthodes. Ça fait au total combien? 100 fois 10, c'est 1000 méthodes. Et après, vous voulez savoir quelle est la méthode qui prend plus de temps au niveau de l'exécution, n'est-ce pas? Quelle est la solution à laquelle vous allez penser? La solution à laquelle vous allez penser, c'est quoi? C'est que tout d'abord, vous allez éditer le code source de l'application, n'est-ce pas? Et dans chaque méthode, au début de la méthode, vous allez loguer la date, ou bien le temps, à l'entrée, n'est-ce pas? Et à la fin de la méthode, vous allez loguer également le temps, ou bien la date à la sortie. Alors, un log au début de la méthode et un log à la fin, n'est-ce pas? Alors, mais ce travail-là, vous allez le reprendre pour combien de méthodes? 1000 méthodes. Vous allez faire la même chose. 2000. Combien? 2000 fois. On a dit 100 fois 10, c'est 1000. Alors, c'est pas grave. Ah, il y a ni deux lignes, mais je vois la modification, effectivement. Dans chaque... Oui, oui, si vous voulez, 2000 lignes, si tu veux. Mais de toute façon, c'est pas... C'est-à-dire, cette modification, vous allez apporter cette modification à combien de méthodes? À 1000 méthodes. Vous avez donc un code qui se répète dans toutes les méthodes, déjà. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que vous avez changé au niveau du code source. Ça veut dire qu'il faut recompiler, il faut redéployer, et ça nécessite déjà d'avoir le code source de l'application. Déjà, c'est beaucoup de problèmes. Vous faites ça, vous déployez, à un moment donné, l'application, une fois que vous l'exécutez, elle commence à loguer des messages, n'est-ce pas? Il faut commencer dans le fichier de journalisation de compter, voilà, telle méthode, ça prend 2 secondes, l'autre 3 secondes, ainsi de suite. Mais à un moment donné, si vous voulez désactiver ces messages-là, qu'est-ce qu'il faut faire à nouveau? Vous allez encore reprendre le travail. Le code source, j'efface dans toutes les 1000 méthodes. Alors ça, c'est un grand problème, n'est-ce pas? Alors maintenant, mais grâce à la programmation orientée aspect, qu'est-ce qui va se passer? Avec la programmation orientée aspect, vous dites, premièrement, je ne vais pas toucher au code source de la méthode. D'accord? Je ne touche pas au code source des classes. Je n'ai même pas besoin du code source. J'ai 1000 classes, j'ai le bytecode. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas modifier au niveau de chaque méthode, mais je vais créer ce qu'on appelle un aspect. Un aspect, c'est une classe indépendante que je vais créer, un composant, et dans lequel je vais écrire, il y a un langage qui est défini dans l'orienté aspect, par exemple, qui permet de cibler quelles sont les méthodes auxquelles je vais greffer une fonctionnalité. Alors, j'imagine pour vous faciliter la tâche, dans ce langage, je peux écrire étoile, point étoile, point étoile. Ça veut dire quoi? Étoile, point étoile. Ça veut dire que toutes les classes, plutôt tous les packages, parce que tous les packages, toutes les classes, toutes les méthodes. Ça veut dire que toutes les méthodes de toutes les classes, de tous les packages. Vous imaginez ça, c'est une requête. Mais après, vous pouvez imaginer, vous dites que les méthodes qui commencent par 7, les méthodes qui contiennent le dernier. Donc il y a un langage qui est défini. Et du coup, donc, on définit rien qu'une requête, et après, on va créer une méthode before, after. Before, c'est-à-dire avant l'exécution de la méthode, je vais faire log, message, et after, je fais un message. Vous compilez l'aspect, et qu'est-ce qui va se passer? Le framework de l'orienté aspect, il va greffer cette fonctionnalité à toutes les méthodes. Donc vous voyez, donc vous venez d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à l'application, mais sans toucher l'application. En combien de temps? Et en plus, si vous voulez désactiver la fonctionnalité, ben vous enlevez l'aspect et après vous avez ça. Alors, c'est pas rien que je vous dis, c'est pas pour rien que je vous dis que la programmation orientée aspect, il a été créé principalement, c'est pour séparer le code métier des codes techniques. Le code métier, je le développe, mais à chaque fois que j'ai besoin des codes techniques, je crée des aspects indépendants. Alors tout ça, si vous avez, quand vous allez voir, vous allez utiliser beaucoup d'annotations avec EJB, avec les web services, c'est tout simplement grâce à quoi? Grâce à la programmation orientée aspect. Et c'est justement grâce à ça que le développeur
l'idée du développement aujourd'hui, c'est quoi? Que vous travaillez avec Spring ou bien avec EJB, c'est quoi l'idée? C'est que le développeur va s'occuper uniquement des traitements métiers. Mais tout ce qui est le code technique, c'est le framework qui va s'en occuper. Vous savez ce que c'est le côté technique. Vous n'avez pas besoin que je vous le rappelle. C'est le mapping objet relationnel, c'est le problème sécurité, le problème de maintenance, le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça, utiliser l'expérience des autres. Alors même si vous voulez le faire vous-même, vous n'y arriverez pas, vous allez le faire avec beaucoup de... Si vous venez à une entreprise, vous leur dites, je suis un expert en programmation, je suis capable de faire tout ça sans utiliser de framework, ben, ils vont vous dire, vous gardez votre génie chez vous. Non, on ne va pas l'utiliser, mais on sait très bien qu'il y a des frameworks, il y a une vingtaine d'années qui travaillent à ce niveau-là. Et du coup, donc, utiliser l'expérience des autres, mais l'empêche, bien sûr, plus vous avez de compétences, bien sûr, dans le développement, plus vous avez plus de maîtrise, plus de possibilités de créer d'autres frameworks. Donc ça, c'est une autre histoire. Après, donc, pour terminer ces frameworks, plutôt ces modules, il y a également un framework, plutôt il y a un module qui concerne l'instrumentation. En fait, l'instrumentation, c'est un module Spring qui permet le chargement dynamique du code. Parce qu'après, vous allez voir que Spring, il crée des objets. Les aspects, il va les créer à la volée, c'est-à-dire au démarrage de l'application. Ben, et du coup, donc, il a besoin d'un module qui permet de permettre le chargement dynamique du bytecode en mémoire, notamment en utilisant donc, ces solutions. Et après, enfin, Spring définit également un module pour l'intégration avec les tests unitaires. Alors, vous devrez savoir qu'il y a un framework qui s'appelle JUnit qui permet de faire les tests unitaires. On va l'utiliser dans les applications. Généralement, chaque entreprise, si vous travaillez dans une entreprise, à chaque fois que vous développez une classe, on va vous demander de faire un test unitaire. Il faut tester, créer une autre classe qui permet de tester, d'indiquer si telle méthode, est-ce qu'il fonctionne comme il faut ou pas. Et du coup, donc, les développeurs, ils vont se plaindre à un moment donné, d'une manière générale, de ça. Ils vont passer, par exemple, 5 minutes parfois à développer une méthode et 15 minutes à développer le test unitaire. Hein? C'est quelque chose parfois qui va déranger, mais dans l'industrialisation du génie logiciel, c'est comme ça. C'est que je suis un chef de projet, à un moment donné, quand je vais automatiser les tests unitaires, grâce à ces frameworks, je peux savoir quels sont les différents tests unitaires qui vont fonctionner, quel est le test qui va échouer. Et du coup, donc, ça me permet de gérer le cycle de vie du logiciel d'une manière très simple par la suite. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Alors en fait, vous avez quelques définitions de tout ce que je viens de dire là, donc je ne vais pas m'arrêter. Alors je passe directement... quelle heure il est? 8 heures? 8h30. Donc c'est la pause. Alors après la pause, on va revenir pour faire la partie inversion de contrôle. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans l'aspect technique et l'injection des dépendances. Alors ne prenez pas 30 minutes, vous prenez 15 minutes, ça peut suffire, hein, d'accord? Alors comme ça, on va terminer cette partie. Voilà. Juste le temps de...